Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Une réunion technique de la CEDEAO s'est ouverte hier à Bamako. Les experts devront trouver des stratégies pour améliorer un programme régional de développement, un programme qui a été présenté par le docteur Ibrahim Bokarba, commissaire en charge des politiques macroéconomiques de la CEDEAO. Nyanyalou Traoré, compte rendu. C'est en 2008, à Ouagadougou, au Burkina Faso, que le programme communautaire de développement PCD a été lancé. 6 années après, il a atteint sa vitesse de croisière. Le PCD est en effet à sa phase de finalisation. La rencontre de Bamako consiste donc à apporter les derniers réglages pour sa présentation ainsi que sa mise en application. Notre présente rencontre doit nous donner l'occasion d'affiner ce projet de document en développant un dispositif de suivi, évaluation et d'analyse d'impact éprouvé. Car c'est dans la qualité de l'évaluation et du suivi que résident pour l'essentiel les chances de succès d'un programme. La rencontre offre également l'opportunité d'engager la réflexion sur les financements innovants dans la perspective de la tenue prochaine de la table ronde de financement du PCD. Le PCD, comme son nom l'indique, est d'abord un programme de développement global destiné aux populations de la sous-région, tous secteurs confondus. Le PCD a pour mission, d'une part, d'opérer un diagnostic approfondi du processus d'intégration et de développement des États membres de la Commission, et d'autre part, mettre en relief les projets prioritaires de la région afin de booster son développement économique et social. Enfin, le PCD est l'un des éléments importants de la vision de la CEDEAO, à savoir passer d'une CEDEAO des États à une CEDEAO des peuples à l'horizon 2020. Sous ces traits, vous conviendrez avec moi qu'il s'agit d'un document majeur qui, au-delà de la boussole ou du levier qu'il constitue pour le développement de la région, est aussi une référence pour assurer la cohérence des grandes stratégies en cours dans la région, qu'il s'agisse de la politique agricole commune, ECOWAB, du programme de développement adossé aux APE PAPED ou même du programme économique régional de l'UEMOA. A signaler que le PCD est en phase avec les priorités de la Commission, à savoir consolider la paix, la sécurité et la démocratie, accélérer le rythme de l'intégration régionale, promouvoir la prospérité économique et enfin nouer des relations et des partenariats avec toutes les régions d'Afrique et du monde. Ceci pour faire face aux défis de la mondialisation. De l'avis des observateurs, le premier tour de l'élection présidentielle au Mali a été couvert par les médias nationaux et internationaux de façon professionnelle et pour mieux couvrir le second tour, l'Union africaine a organisé un atelier de restitution avec les différents organes de presse. Le compte-rendu de Mamadou Bagayoko. Le thème de la restitution de la couverture médiatique de ces élections au Mali me paraît pragmatique et opportun quand on sait le rôle des médias dans le processus démocratique et dans l'organisation d'une élection, surtout dans un pays en sortie de crise. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, plante ainsi le décor. Le haut représentant de la présidente de la Commission de l'Union africaine, pour sa part, rentre dans le vif du sujet. Vous êtes réunis pour dresser le bilan de votre propre action et évaluer son impact sur l'ensemble du processus, en tirer des leçons, autant que de besoin, définir de meilleures stratégies pour l'avenir. Vous parlerez de vos expériences et de vos pratiques de couverture électorale, mais aussi de production et de circulation de l'information pendant cette période. Si l'Union africaine a toujours soutenu le Mali pendant la crise, elle veut également faire de la couverture médiatique de l'élection présidentielle un exemple en Afrique. C'est précisément pour cette raison que j'invite les spécialistes et les praticiens que vous êtes à un débat franc et libre qui alimentera, j'en suis persuadé, le corpus de bonnes pratiques dont le Mali et l'Afrique ont besoin. J'exhorte les hommes et femmes des médias du continent à poursuivre le combat de la démocratie fondé sur les aspirations des peuples à la paix et au développement.
C'est un combat de longue haleine, mais les médias sauront toujours trouver une place et un rôle que les pouvoirs publics ne sauraient ignorer ni minimiser. Ces échanges vont permettre aux hommes de médias de s'exprimer encore avec plus de professionnalisme lors du second tour. Lancement hier de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel à Safo, soutenir l'allaitement aux côtés des mères est le thème national de cette 21e édition. C'est pour encourager les mamans à appliquer l'allaitement maternel exclusif. Fatoumata Kone, compte rendu. En choisissant Safo pour le lancement de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel, 21e édition, le ministère de la Santé et ses partenaires rendent hommage aux mamans de cette localité. Les femmes de Safo ont appliqué les règles à la lettre depuis quelques années et puis ont mis en place un groupe de soutien à l'allaitement maternel qui fonctionne très fort. Et malgré les conditions de vétusté du centre, après l'accouchement, les agents assistent les femmes et les encouragent à l'allaitement maternel. Appliquer à la lettre l'allaitement maternel, voilà un des critères fondamentaux dont le respect a propulsé Safo au rang des structures appelées Amis des bébés. Pour encourager cet état de fait, le réseau des groupes de soutien a présenté un sketch sur l'importance du lait maternel, le gavage et le colostrum. Occasion également pour remettre des cadeaux aux mamans qui se sont distinguées à travers l'allaitement exclusif. Au Mali, il n'y a que 57% des nouveau-nés qui sont mis au sein tout de suite après la naissance et qui prennent ce fameux colostrum. C'est le premier vaccin. C'est la première chose que l'enfant doit avoir dans sa bouche quand il naît. Au Mali, on a encore du travail à faire sur ce sujet. À peu près 90% des femmes allaitent. Elles savent qu'il faut allaiter. Elles l'ont appris. C'est comme ça. C'est une grande chance. Avec les mutations en cours au sein de nos sociétés, le besoin de création d'un large soutien aux mères s'impose. Ce soutien peut venir des agents de santé qualifiés, des consultants en lactation, des leaders communautaires, des amis qui sont aussi mères et ou des pères. Ici à Safo, les mamans semblent disposées à pratiquer l'allaitement exclusif et à braver les tabous sur le gavage. Un engagement salué par l'OMS et l'UNICEF. Pour l'amélioration des conditions de vie des déplacés du nord du Mali, l'industrie des eaux et jus d'Afrique a remis des denrées de première nécessité à cette couche vulnérable d'une valeur de près de 4 millions de francs CFA. Ce don est composé de riz, de sucre et d'eau minérale. Le reportage de Khadija Toukone. La crise qui a secoué le nord du Mali a fait des milliers de déplacés vers la capitale. Une hausse des besoins de ces déplacés en eau et en denrées de première nécessité a été enregistrée par la Direction nationale du développement social. Sensible au cri de cœur de ces populations, l'industrie des eaux et jus d'Afrique a tendu sa main à cette couche vulnérable en leur offrant 70 sacs de sucre, 70 sacs de riz et 300 cartons d'eau minérale. Nous sommes une société malienne et personne au Mali ne peut rester indifférent à ce qui se passe autour de nous. Nous voulons tout simplement être une société citoyenne, une société qui ne se soucie pas seulement du profit capital, mais qui se soucie aussi de la vie tout autour de lui. D'une valeur de près de 4 millions de francs CFA, ce geste hautement humanitaire a été apprécié par les autorités maliennes. Pendant ce mois béni de Ramadan, nous avons des partenaires qui pensent à nous, qui pensent aux personnes en détresse, qui pensent aux groupes vulnérables de façon générale. Toute chose qui permet d'améliorer les conditions de vie de nos populations. Nous profitons de cette opportunité pour lancer un vibrant appel aux autorités, aux associations, aux organismes nationaux et internationaux, aux personnes anonymes, pour que nous tous œuvrions ensemble à asseoir une solidarité plus agissante au profit exclusif des couches vulnérables. Suite à sa promotion qui consistait à donner une bouteille à chaque achat de 2 packs de 6 bouteilles aux populations déplacées du Mali, alors l'industrie Eau et Jus SA vient de procéder à la remise de l'équivalent des fonds récoltés. Les États-Unis qui prolongent la fermeture de 19 représentations diplomatiques au Moyen-Orient
Depuis quelques jours, Washington était en alerte sur des menaces terroristes. Un hélicoptère survole en permanence l'ambassade américaine de Kaboul. Le bâtiment diplomatique vient de rouvrir ses portes, les abords sont soigneusement contrôlés. Cette réouverture a de quoi surprendre alors que les États-Unis ont prolongé la fermeture de leurs ambassades dans 19 autres pays, comme ici en Libye. Depuis quelques jours, Washington est en alerte. La sécurité intérieure évoque l'une des menaces les plus crédibles et les plus précises depuis le 11 septembre. Nous avons intercepté un nombre incroyable de communications, des conversations entre terroristes qui planifiaient quelque chose. Nous avons examiné très attentivement ces communications et je peux vous dire que ce qui est en train de se préparer est la menace la plus sérieuse que nous ayons vue depuis des années. Les Américains en partance pour le Moyen-Orient et l'Afrique sont particulièrement mis en garde. Les informations ont été confirmées par Interpol qui a lancé l'alerte. L'organisation soupçonne Al-Qaïda d'avoir organisé des évasions de terroristes depuis plusieurs semaines. Un attentat de grande ampleur serait-il imminent? Il existe au moins une raison concrète de le penser. Dans un enregistrement audio, le chef d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri, accuse les États-Unis d'avoir provoqué la chute du président islamiste en Égypte, Mohamed Morsi. Au Yémen, la sécurité est maximale. La branche d'Al-Qaïda, basée dans le pays, est considérée par les États-Unis comme la plus dangereuse du réseau. Les ambassades occidentales de Sanaa sont lourdement gardées, les checkpoints omniprésents. La réouverture est programmée en théorie pour le 10 août, un mois qui a régulièrement été le théâtre d'attentats perpétrés par Al-Qaïda. L'actualité dans le monde marquée par cet attentat suicide qui visait le consulat indien en Afghanistan. Mobilisation de soutien hier au peuple palestinien dans le monde arabe et première apparition publique du Cavaliere depuis la décision de la justice italienne. Un attentat suicide à la voiture piégée visant un consulat indien dans l'est de l'Afghanistan a fait au moins 9 morts et une vingtaine de blessés. D'après des responsables locaux, 3 kamikazes étaient à son bord avant de percuter une barrière près du consulat indien de Jalalabad, puis a explosé. Les talibans afghans ont nié toute implication dans cette nouvelle attaque meurtrière. Mobilisation importante dans les pays arabes vendredi à l'occasion d'Al-Quds, une journée mondiale contre le contrôle israélien sur Jérusalem et en soutien au peuple palestinien. Des manifestations au slogan anti-israélien et anti-américain très virulents, comme ici à Kaboul en Afghanistan. À Jérusalem comme à Gaza, des marches ont aussi eu lieu, mais c'est en Iran où le mouvement Al-Quds a été créé en 1979 que la mobilisation a été la plus forte. Dans le cortège, le nouveau président iranien Hassan Rouhani a comparé l'occupation de la Palestine et de Jérusalem à une blessure dans le corps du monde musulman. Tension au Yémen, au moins 1 mort et 5 blessés dans des affrontements entre la garde républicaine et des soldats à Sanaa. Une centaine de membres de la garde républicaine, aujourd'hui dissoute, ont manifesté devant le palais présidentiel. Ils réclament des indemnités financières ainsi que la démission du ministre des Finances. Des forces anti-émeutes ont été déployées autour du palais. Première apparition publique pour Silvio Berlusconi depuis sa condamnation à une peine de prison pour fraude fiscale. À Rome, Il Cavaliere a réuni les membres de son parti, le Peuple de la Liberté. Des parlementaires qui ne digèrent pas la décision de justice, certains ont remis leur démission. D'après les médias italiens, le PDL menace même de provoquer des élections anticipées, ce qui risque de mettre en péril la fragile coalition gouvernementale gauche-droite. La préfecture de police de Milan a par ailleurs émis le décret qui prive Berlusconi de son passeport. Retour à l'actualité nationale avec du basketball. L'AS Real Homme a remporté le titre de champion national. C'est à l'issue de la 4e journée des playoffs. Les réalistes qui sont à leur 3e victoire ont battu l'USFAS 77-46. Le compte rendu avec Kodi Sibi. L'AS Real en noir et blanc avait envie de tuer le suspense dans ces playoffs. Cela s'est traduit sur le parquet avec une mobilité dans le jeu qui perturbe l'équipe de l'USFAS. Après 6 minutes de jeu, les Scorpions infligent un cinglant 21-0 aux militaires. Pour respirer un petit peu, l'USFAS a recours au tir extérieur.
plus 23 au quart-temps initial pour le Real, soit 32-9. L'USFAS tente par moment de se défaire de l'étau réaliste. Malgré leur avance, les Scorpions restent agressifs. Ils multiplient les tirs à distance et à mi-distance et ont un bon pourcentage de réussite. On assiste ensuite à un festival de tirs primés. Les joueurs du Real sont plus habiles et ne sont pas inquiétés malgré le sursaut d'orgueil des militaires par moment. Les réalistes gèrent et creusent davantage l'écart au buzzer final, 77-46, soit 31 points d'écart. Une troisième victoire qui donne le titre de champion au Real. Je peux dire que je suis vraiment l'entraîneur le plus comblé du monde. Parce qu'avec 9 coups de mal à remporter, aujourd'hui, 7 titres du championnat national, je suis vraiment un entraîneur très comblé. Je suis très content. Il faut reconnaître que cette victoire-là est amplement méritée. Parce que étant champion du district, champion du top 12, aujourd'hui champion national, je crois que vraiment c'est mérité. L'USFAS a fait un parcours encourageant pour une première participation aux playoffs. Nous, c'est notre première participation. C'est notre première participation et faire 4 rencontres contre le Real, vraiment, ce n'était pas quelque chose de facile. Donc, nous, on se congratule. On a travaillé cette année, c'était notre objectif, c'était de jouer le playoff, puisqu'on est arrivé au playoff. Donc, il va falloir qu'on essaie de travailler encore davantage pour pouvoir maintenir ce cap. Le championnat terminé, les regards sont tournés vers les finales de la Coupe du Mali, prévues le 17 août prochain. Focus Santé s'intéresse à l'accueil et l'orientation dans les structures de santé cas de l'hôpital Gabriel Touré. Élément clé dans la production de la structure, l'accueil et l'orientation des patients est l'affaire de tout le personnel hospitalier. Focus Santé, c'est une réalisation de Haruna Diara et de Tchessira Dambeye. Il y a un jeune qui a donné ordonnance pour une seule piqûre à 55 000 francs. À l'entrée de l'hôpital Gabriel Touré de Bamako, les altercations entre usagers et vigiles ne manquent pas. Lieu de rencontre de personnes stressées et d'agents cherchant à respecter des consignes, c'est pourtant le point de départ de l'accueil et de l'orientation dans ce centre hospitalier de 3e niveau, centre très fréquenté et qui se bat pour assurer des soins de qualité et sauvegarder sa réputation. Où doit aller le patient une fois dans ce centre? Comment est-il accueilli? Comment a-t-il passé son séjour? Tout est lié à l'accueil et à l'orientation. C'est un élément qui rentre dans la production des soins. C'est un maillon essentiel pour la réussite des soins qui sont prodigués aux patients. C'est un processus qui va de l'entrée du malade à sa circulation au sein de l'hôpital jusqu'à sa sortie de l'hôpital. Et quand le malade est appelé à séjourner aussi à l'hôpital, donc dans un contexte d'hospitalisation, le processus d'accueil continue tout le long de son séjour au sein de l'établissement hospitalier. C'est donc l'ensemble des activités menées avant, pendant et après la visite du patient et de l'accompagnateur afin qu'ils obtiennent le confort dans le processus de production des soins. Selon les spécialistes, l'accueil est très important dans la prise en charge des patients. Un visiteur satisfait inviterait 4 personnes de son entourage à se rendre dans le même centre, alors qu'un visiteur mécontent en dissuaderait 10. Rentre en compte aussi l'implication de l'ensemble des acteurs, que ce soit les infirmiers, que ce soit les aides-soignants, que ce soit les médecins et que ce soit même les membres de l'administration. L'accueil est une question centrale dans la prise en charge des patients et sa réussite est garantie par l'implication de tous et à tous les niveaux. Et donc vous aviez effectivement un personnel dédié à cela, qui est au niveau du bureau des entrées et au niveau du service des urgences, mais vous aviez l'ensemble du personnel qui est impliqué pour pouvoir accueillir le malade et l'orienter afin qu'il puisse avoir satisfaction par rapport aux prestations demandées. 2 principaux points d'entrée à l'hôpital Gabriel Touré, le bureau des entrées d'une part et le service d'accueil des urgences de l'autre côté, où des mesures sont prises également pour accueillir et orienter les patients. À la rentrée même du service, vous avez ce qu'on appelle la zone tri. En fait, c'est une zone, au niveau de cette zone-là, c'est là le patient il est reçu. Il est reçu toujours par un binôme médecin-infirmier. L'infirmier, son rôle principal consistera à paramétrer le patient et
le médecin qui est là va s'occuper de classer le patient, de catégoriser le patient. Parce que chez nous, aux urgences, il y a une certaine catégorisation des patients qui s'est faite. Et c'est à travers cette catégorisation que le patient va secondairement être fléché, va être orienté, savoir dans quel secteur il va se retrouver. Et ceci en fonction de sa pathologie, en fonction de la gravité de sa pathologie. Les griefs des patients et des accompagnateurs ne manquent pas contre les établissements sanitaires en général. Peu de respect, attention différenciée pour les patients, non-sécurisation des biens, paiement de surplus de frais, mauvaises conditions d'hygiène. À Gabriel Touré, le corps enseignant de son côté réclame courtoisie, patience de la part du patient qui ne sait pas souvent où aller avec son mal. Très souvent, qu'est-ce qu'on voit? Des patients qui présentent souvent un simple palu vont chanter les deux autres structures pour se retrouver aux urgences. Il nous est difficile de dire non, monsieur, il faut retourner chez vous, vous devrez aller dans un SESCOM. Nous sommes obligés, au regard de la loi hospitalière, de l'admettre en nous disant que ce patient il occupe la place qui devrait être occupée par un patient plus grave que lui. L'accueil et l'orientation dans les établissements hospitaliers auraient un poids de 50% dans la guérison du patient. Le reste dépend des normes professionnelles et de leur application. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Retrouvez Ndeye Sissoko à 18h et 20h45. Bonne suite de nos programmes et à demain 10h.